Vous êtes sur Écho Télévision, l'écho de votre réalité, l'écho de la République démocratique du Congo. C'est votre émission Choc d'idées. Cette fois-ci, on revient en format débat, mesdames, messieurs. J'ai donc avec moi deux invités sur ce plateau, Maître Eric Kosisaka et Monsieur Dan Chibangu avec moi pour analyser et décrypter l'actualité. Elle est totalement, essentiellement sécuritaire. On va essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, les M23 attaque. Est-ce que Goma est en danger? Pourquoi 28 ans de guerre? Quelles sont les solutions qu'il faut pour recouvrer la paix? Et quelles seraient les conséquences de ces solutions? Telles sont les questions qu'on va se poser ce soir, ce matin. Ça dépend à l'heure à laquelle vous tombez sur cette émission. Maître Eric, bonjour. Bonjour Eli. Comment vous allez? Moi, ça va toujours. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Vraiment, Ça me fait plaisir de vous retrouver. c'est partagé. Je vois que tu as un nouveau studio, c'est très bon. Merci beaucoup. Dan Chibangu, bonjour à vous. Bonjour, Eli. Comment vous allez? Très bien, mes meilleurs vœux. Hein. Merci, apparemment. On n'a pas eu l'occasion de se voir. Oui, depuis 2023. Ok. D'accord, alors on va commencer cette émission. J'ai une première question à vous poser. Ça va faire exactement 28 ans, ou peut-être un peu plus, que la République démocratique du Congo, si je dois emprunter les narratifs du gouvernement, subit une guerre d'agression par le Rwanda, par l'entremise de beaucoup de groupes armés. D'abord, vous, en tant que politologue, comment vous expliquez qu'un peuple, un gouvernement, des institutions subissent la guerre pendant 28 ans? Merci, Eli, pour votre question. Je ne peux commencer mon propos sans d'abord avoir un mot pour nos compatriotes, les populations de l'Est du pays encore endeuillées par la fureur de la guerre et la mauvaise foi des adversaires qui, sans considération aucune pour la dignité humaine de l'homme, se livrent à des actes barbares sur nos frères et sœurs. Donc tout mon soutien et toute mon affection, non seulement pour les victimes des affres de la guerre, mais aussi pour leurs familles. Sur la question, pour en parler, des 28 ans de guerre, on va dire même depuis 94, on est en 2024. Comment ça s'explique? 30 ans même, que la RDC, notre pays, connaît une déstabilisation, non seulement de toutes ses institutions, mais tout simplement de sa société. Il faut replacer la question de la guerre et la question des déstabilisations des sociétés de l'Est du pays, non seulement dans un contexte immédiat, c'est-à-dire régional et politique, mais aussi de longue durée, historique. Il faut comprendre une chose, c'est que la RDC actuellement vit, mais de manière concomitante, sur son territoire, les tares et les dérives des trois ordres géopolitiques des relations internationales telles qu'elles se sont construites dans l'histoire. Je parle des trois ordres, je parle de l'ordre féodal, l'ordre westphalien et l'ordre onusien. En les trois ordres, ces tares et ces dérives que la RDC est en train de vivre actuellement. Pourquoi l'ordre féodal? C'est l'ordre qui préexistait avant le traité de Westphalie. C'était un ordre où les empereurs ou les monarques en Occident s'appuyaient sur leurs vassaux, sur des seigneurs de guerre, sur des chefs locaux, pour soit étendre leur territoire, ou régler des problèmes de succession et de pouvoir. Cette période de l'histoire a été mise a pris fin, au moment du traité de Westphalie. Traité de 1648 qui a réuni la plupart des États européens et qui a posé les jalons, les prémices du droit international tel que nous le connaissons. Donc, qui a affirmé le principe de souveraineté nationale, inviolabilité des frontières, qui a fait émerger des nouvelles règles en matière de diplomatie et de résolution pacifique des conflits. Le problème qui s'est posé entre le traité de Westphalie et le système onusien qui est venu bien plus tard, 3 siècles plus tard, en 1945. Le traité de Westphalie qui a voulu organiser un équilibre des pouvoirs entre les différentes puissances en Occident, a finalement créé une multiplicité de conflits.
voyez, problèmes de souveraineté qui sont posés entre les différents États, les différentes puissances en Occident. C'est à peu près la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc j'ai parlé du cas de l'ordre féodal, que l'on connaît dans mon pays, avec les chefs de guerre, les chefs de... les groupes armés, qui publient à l'est du pays, et qui, travaillant avec différents États de la sous-région, exploitent les richesses, exploitent les matières premières de la RDC. Dans l'ordre westphalien, ce sont maintenant les États qui s'affrontent pour affirmer leur souveraineté, pour affirmer leurs compétences de contrôle territorial, pour assurer la vérifiabilité de leurs frontières. Et c'est le problème que l'on a avec nos pays voisins, notamment en l'occurrence le Rwanda. Et puis, on connaît aussi les problèmes et la situation d'après 1945 de l'ordre onusien, paralysé à cause de rivalités des grandes puissances qui ont peine à affirmer une position commune sur la situation de la RDC. Donc, de tous ces trois ordres-là que je viens de décrire assez rapidement, la RDC n'en subit finalement que les tares et que les externalités négatives. Ce qui nous a plongé finalement ces 30 dernières années à vivre cette situation que l'on déplore encore aujourd'hui. Mais si je vous ai bien compris, ça veut dire que nous sommes des victimes enfin, on subit les trois ordres. Bien mais cela s'explique par quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas un État construit avec l'esprit de votre analyse, ou soit nous avons des institutions tout simplement faillibles. C'est ça. Enfin, qui ont failli. C'est ça. On a vécu 30 dernières années une situation d'un État quasi failli, c'est-à-dire qu'il n'était pas à même d'assurer sa mission première, c'est-à-dire assurer la sécurité de ses populations. Faut-il le préciser que la sécurité, finalement, est la première des libertés d'un individu. Parce que c'est la condition qui permet sa sécurité à un individu d'exercer toutes les autres libertés. Et la RDC, du fait de l'évolution de la mauvaise gouvernance, a caractérisé le mode de gestion des affaires publiques dans ce pays depuis 60, nous a conduit à ne pas implémenter, ne pas mettre en œuvre les réformes nécessaires et utiles qui auraient permis à l'État de faire face aux défis sécuritaires qui s'est posé à lui. Donc, oui, pour répondre à votre question, oui, non seulement l'État n'était pas en mesure de remplir ses missions essentielles et fondamentales, mais aussi on a fait face à des pays voisins, leur cupidité, bien plus que ça finalement, leur intérêt, en tout cas, qu'ils considèrent comme étant l'intérêt. Ce qui est légitime. Enfin, non, les États sont dans une forme de légitimité d'avoir des intérêts. Mais ce n'est pas légitime de nous attaquer. Non, je ne parle pas d'attaquer, justement, maître, je ne parlais pas d'attaquer. Mais si on comprend très bien ce que disait Dan, maître Rick, est-ce que c'est parce que nos États, la forme de nos États qu'on connaît aujourd'hui, sont nés très tardivement par rapport à d'autres États? Là, je suis sur la sphère géopolitique, parce qu'il a ramené son analyse jusqu'au XVIIe siècle, avec les traités de Westphalie. Nous, on existe actuellement comme on n'existe que depuis 1985, si on veut être lointain, peut-être depuis 1960. Est-ce que c'est ça la raison? Ou Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est une question structurelle. Je pense que c'est plus viscéral que ça. C'est une question anthropologique, c'est une question d'homme. C'est une question d'homme. C'est une question d'humain. C'est une question de belligérant aussi. Et c'est une question d'ingérence. Quand tu commences de 94, c'est qui? En termes d'impérialisme, c'est Clinton. Nous, les Congolais, on est là avec nos crises politiques, nos crises économiques dans les années 90. Le multipartisme vient de naître, le maréchal est affaibli, tout ce que tu veux. Je rappelle que tous les pays connaissent des crises. Tous les pays connaissent des crises économiques, connaissent des crises politiques. Mais bizarrement, quand le Congo a une crise politique,
Bill Clinton, il passe à la télé, il commence à dire que non, moi, depuis que je suis petit, Mobutu est président, j'étais étudiant, Mobutu est président, je suis Mobutu La fin de président. la guerre froide. Donc, moi, il faut que Mobutu change. Quelle est cette logique? Ça, c'est de l'ingérence. On ne peut pas parler de la question de la RDC sans parler de l'équilibre du monde. La RDC a toujours été au centre des enjeux mondiaux. Lorsque nous étions des esclaves colonisés chez nous, le caoutchouc était l'une des matières premières les plus utilisées parce que c'était au centre de l'économie mondiale. Beaucoup de Congolais ne le savent pas, ne le savent plus. Mais en tout cas, on a appris ça à l'école. C'est l'uranium de la RDC qui a résolu la question de la Deuxième Guerre mondiale. Si on considère que c'est la bombe atomique qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale et que c'était nécessaire, ça c'est un autre débat. Mais c'est l'uranium de la RDC. Encore une fois, au cœur de l'histoire. On est toujours au cœur du monde. S'il n'y avait pas autant d'intérêt dans ce pays, il n'y aurait pas toutes ces belligérances. Il ne les aurait pas. On ne peut pas parler de la question de l'Est sans parler des ingérences qu'on a subies. Ça naît de quoi? De la volonté de faire partir notre classe dirigeante de l'époque. Ça naît de la chute du mur. Parce que certains chefs d'État permettaient certains équilibres géopolitiques à l'époque. Notamment le nôtre. Notamment le nôtre. Le mur tombe en 89. C'est ça, non? Aussitôt en 90, nous avons des crises. Aussitôt en 90, nous avons des crises. C'est pas que Congolais, c'est africain. C'est africain, effectivement. Nous avons des frères. Vous avez un frère, on ne le choisit pas. Donc, ton voisin, nos voisins, ils seront toujours là. Mais un ami, on le choisit. Un allié, on le choisit. En 97, pour soi-disant faire emmener la démocratie ici, il y a des gens qui se sont alliés, qui sont entrés. Mais ça, notre problème, c'est cristallisé, c'est accentué à partir de ce moment-là. Donc vous considérez que l'alliance de l'AFDEL, c'était une erreur? C'était une erreur. Et c'est ça la cause de nos maux? C'est un des catalyseurs en tout cas. Parce que l'un des premiers arguments, surtout dans les années fin 90, à ce moment-là, des génocidaires, c'était quoi? C'était que non, on a des génocidaires. Il y a des membres ici de notre tribu qui sont en train d'être tués. Nous ne faisons que les défendre. La discrimination. Voilà, nous sommes discriminés. Nous ne faisons que les défendre. C'est l'argument. En 94, ça a évolué pour dire que non, les génocidaires Hutus ont traversé l'opération turquoise. Ouais, un peu. Ça légitimisait un peu cette sauce-là. Je pense que on peut avoir une analyse comme Dan l'a eu. On peut parler de l'ordre féodal, l'ordre ceci, mais dans les sociétés, il y a toujours des leaderships. Même quand on est dans un état de chaos, il y a des leaderships qui émergent. Nous vivons aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, la défense de l'État. La défense de l'État. Les stratégies qu'on a mises en place n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, on revient à une stratégie très belliqueuse face au Rwanda. Il y a 5 ans, au début du mandat du chef de l'État, ce n'était pas le cas. C'était la négociation. On était gentils. Ouverture de noms. Peut-être qu'on considérait que... On s'appelait frère, ami. C'est pour ça que je vous dis, le chef de l'État avait utilisé des mots forts en parlant de Kagame. Un ami, on le choisit. On peut dire que Kagame est un frère. Les Rwandais sont des frères. Mais quand le président disait, c'est un ami, ça montre jusqu'où on est allé diplomatiquement pour lui tendre la main. Je pense que le chef de l'État était sincère. Il se disait peut-être que, je me dis, on change de régime, il se disait peut-être qu'il y avait un manque de volonté politique. Effectivement. C'est ce que, bon, d'autres disent que c'est une analyse naïve. Ce n'est pas moi. C'était une question liée à la richesse. Oui. Si on ouvrait des coopérations. Si on ouvre des coopérations, ça ferait taire les armes. Mais le mal est plus profond. C'est comme ça que je voudrais vraiment que vous abordiez également l'aspect anthropologique. Parce que vous dites quelque chose d'intéressant, que nous sommes des États qui subissent, je parle encore en général en Afrique, qui subissent l'ingérence. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le 15e siècle quand on s'est fait attaquer, si je ne me trompe pas. On devrait, moi je pense qu'à l'aube des indépendances, construire des États avec cet élément d'ingérence.
Ça veut dire construire des institutions et des appareils capables notamment de résister à cette ingérence. Mais qu'est-ce qui a fait que, aussitôt indépendants, nous sommes plutôt tombés dans des institutions un peu conflictogènes Non, parce qu'on a été déstabilisé très tôt. Il ne faut pas oublier que notre leader qui nous a donné l'indépendance a été trempé dans de l'acide. C'est une violence pour la naissance d'un État. Il a été trempé dans l'acide par qui? Mais avant lui, avant qu'il ne soit trempé dans les acides, c'était d'abord entre eux. Nous n'étions pas un État. Oui, mais la violence a commencé d'abord entre eux. C'était entre lui et Tchoumbé. Non, mais ça, c'est la politique. Personne ne s'entretuait. C'était la politique. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes à la genèse de la nation. C'est normal que... C'est les débats d'idées aussi, non? Quand Lumumba vient, lui, il dit quoi? Il dit MNC. Il dit Mouvement National. Restons unis. Les autres sont... Nous bénéficions des frontières. C'est ça son discours. La question du Rwanda, elle est plus perverse que celle-là, que ça. On peut dire que... Moi, je suis d'accord quand on dit que notre problème n'est pas avec le peuple rwandais. C'est avec les dirigeants, tout ça. Kagame peut partir. C'est facile de tuer un homme ou de faire partir un homme. C'est difficile de tuer une idée. Ce qui, moi, m'inquiète et ce que je trouve grave, c'est que une partie de cette élite dans ce pays-là considère qu'une partie de notre territoire leur revient. De droit ou de socioculturellement. Donc la question de frontières. Oui. C'est pas une question exclusive au Congo. Là, on sait voir ce qui se passe en Palestine, Israël, en Russie, Ukraine. On a suivi l'interview du président russe. Il a commencé par ça. Qui explique en réalité que l'Ukraine n'existe pas. Effectivement. Bon, je vous assure qu'il y a des esprits au Rwanda qui considèrent qu'ils vont vous sortir des théories selon quoi, en réalité, nous, on est des peuples ici. C'est des idées qu'on doit tuer dans l'œuf. C'est ça le défi le plus pointu, selon moi. Ensuite, il y a des objectifs immédiats pour mettre un terme au massacre que l'on subit. Dan Tshibangou, vous considérez également, vous allez peut-être revenir sur le propos de Maître Eric tout à l'heure, mais est-ce que vous considérez qu'au-delà des questions d'intérêt, au-delà des questions de belligérance, il y a aussi la question de définition de frontières qui serait peut-être les nerfs de toute la durabilité de cette guerre? Pour la question des frontières, ça veut dire que, voilà, ouais, c'est une vaste question. Mais je voulais répondre sur un point, sur la question de l'ingérence. Je crois depuis la fondation des premières cités-États dans l'Europe, l'Occident, l'Antiquité, dans cités-États grecs, et voire plus haut sous le royaume d'Égypte, il y a toujours eu des ingérences. Toujours eu des ingérences, toujours. Donc c'est les propres de l'humain, de l'État. Bien sûr, parce qu'il cherche à défendre ses intérêts. À l'époque, c'était assurer le contrôle sur la mer méditerranéenne, pour développer le commerce, pour accéder à l'Asie mineure, Moyen-Orient, etc. La géopolitique d'ailleurs est construite un peu sur la question de l'ingérence. La question, c'est de savoir comment les limiter au maximum. Aujourd'hui, vous voyez la Chine puissante face à l'ingérence de l'Occident, surtout dans le cas taïwanais, alors que il y a une reconnaissance internationale que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. C'est une seule Chine de système. Ça depuis les années 40. Depuis la reconnaissance finalement de la Chine communiste, d'abord par les Anglais qui ont été les premiers, en plus suivi avec les Français et puis par le président Nixon. Pour l'histoire. Mais il y a toujours eu des ingérences. La question pour un État, c'est de savoir comment les limiter au maximum. Comment limiter ces ingérences-là pour être souverain sur son territoire, pour qu'un peuple puisse disposer par lui-même de ses propres affaires, sa liberté. C'est ça la question. Et pour que cette question, ces principes-là soient effectif, ça demande un certain nombre de préalables. S'agissant, et là je peux rejoindre le propos de Maître Eric Sissaka. Très bien, il y a eu les 3 ordres féodales,
ordre westphalien, ordre onusien, mais il y a les questions actuelles qui se posent et la réponse de notre propre classe politique face à ces défis-là. Quelle est la situation actuelle à l'est du pays? Pour moi, l'enjeu actuel, c'est politologue américain disait que dans les années 90, à la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, appelait ça New Scramble for Africa. Donc, le nouveau partage de l'Afrique. L'Afrique utile et rentable doit être sous notre contrôle. De l'Occident. De l'Occident. Le New Scramble for Africa. Ce que les États voisins, nos voisins, mènent comme politique, c'est tout simplement le réinvestissement des territoires qu'ils ont administrés entre 1996 et 2002. Entre 1996 et 2002, nos États voisins étaient présents sur notre territoire national et exploitaient en toute liberté nos richesses pendant 6 ans. Le dernier soldat rwandais a quitté le territoire congolais en 2002. Et ils ont sous-traité la question de l'exploitation de nos richesses. Plus un soldat rwandais, mais leur supplétif toujours présent, jusqu'aujourd'hui. Des complices. Leurs supplétifs, leurs stipendiés, leurs hommes liges présents sur le territoire national. Le drapeau rwandais n'est plus là, mais leurs supplétifs, comme je l'avais dit, sont toujours présents ici. Parmi lesquels les nationaux d'ailleurs, les Congolais également. Et réinvestissent les territoires qu'ils occupaient déjà pendant 6 ans. 6 ans. 96 à 2002. C'est ça la question actuelle qui se pose. Et le président Kagame applique une stratégie bien connue. C'était la notion dont nous avait fait part le grand intellectuel général prussien Clausewitz. Il appelait ça la bataille limitée. Qu'est-ce que c'est que la bataille limitée? C'est attaquer l'adversaire de manière limitée, de manière temporaire, gagner une position pour pouvoir négocier un rapport de force. La bataille limitée, la guerre limitée, s'oppose à la guerre totale. La guerre totale qui veut l'effondrement du régime. Un peu comme ce qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, où on voulait l'effondrement du régime nazi en Asie. Là, dans la bataille limitée. C'est ce qu'on appelle le fighting and talking. C'est ce qui se passe actuellement. C'est la stratégie d'M23. Bien sûr. C'est-à-dire on va venir, on va chercher à conquérir. Ils ne vont pas venir à Kinshasa pour faire effondrer le régime actuel. Ils veulent prendre Goma. Ils ne veulent même pas prendre Goma, parce que Goma, quand ils l'ont pris en 2012, ça a provoqué un scandale à l'international. On a mis en place une brigade d'intervention internationale. Ça a créé un émoi dans l'opinion publique, non seulement nationale. Et ça a permis aux FARDC d'ailleurs, et avec la MONUSCO de le repousser. De les repousser. Donc c'est la stratégie. Il y avait le président Obama qui est intervenu, qui avait à l'époque fait savoir au président Kagame que la situation allait beaucoup trop loin. Il s'était mis dans une position très fragile en voulant prendre le contrôle d'une ville connue internationalement comme appartenant à la RDC. Donc aujourd'hui, ce que vous essayez de dire, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie, c'est que le regain de violence actuellement qu'on connaît en RDC participe d'une stratégie globale voulue par les adversaires de ce pays. C'est-à-dire attaquer pour attaquer, affaiblir pour négocier dans un rapport de force. On veut contraindre la RDC à négocier et à négocier en position de faiblesse. C'est ça qui se passe actuellement. Et c'est ce qui explique, par exemple, le ton de la communauté internationale, en gros, hein, les Anglais, les Américains, qui demandent au gouvernement congolais de négocier. Donc. Bien sûr. D'abord, l'histoire de l'Afrique, peut-être du monde aussi, mais récemment, particulièrement l'Afrique, a prouvé que le chaos, le désordre, la déstabilisation d'une région n'empêche pas l'exploitation de ses ressources. C'est le béaba même de l'histoire de l'Est de la RDC. Effectivement. Le Rwanda, ils sont
classés parmi les producteurs de coltan, de diamants, d'or. Tout ce qu'ils n'ont pas. Hein. Ils savent même, leurs enfants ne savent même pas à quoi ça ressemble. Même pour donner un autre exemple, on a assassiné le président Kadhafi, mais aujourd'hui, la Libye, c'est un non-État, mais le pétrole continue à se vendre, à être coté en bourse, etc. Mais qui vend à qui achète à qui? Donc, c'est une situation qui profite toujours au marché international, qui profite aussi aux voisins. Eux, ils ne sont pas déstabilisés, eux, ils sont en paix. Eux, ils ont des sponsors, Arsenal, PSG, ils sont dans les rapports booming, ils sont dans les ceci, dans les cela. Mais ils profitent de cette situation-là. Aujourd'hui, avec l'évolution du droit international, surtout sur les questions de traçabilité, hein, des ressources minières, etc., les Occidentaux sont dans une position où ils ont toujours été très hypocrites, hein, mais ils doivent pousser l'hypocrisie un peu plus loin parce que ils ont besoin quand même d'un minimum d'ordre pour pouvoir justifier certaines ressources, comment ils acquièrent certaines ressources. Effectivement. Surtout qu'aujourd'hui, je pense quand même qu'avec un certain éveil intellectuel, je dirais pas intellectuel, mais une certaine conscience, je pense aussi que c'est avec la sécurisation de l'information, on peut sensibiliser plus facilement les gens sur cette question. Votre confrère Alain Foucault, je pense, il a fait un excellent reportage sur les richesses minières du coltan, à qui ça profite. À qui ça profite, etc. On va toujours nous emmener vers des dialogues. Ça, c'est depuis 90. Et je suis d'accord avec monsieur Tchibang. C'est-à-dire que on a codifié le chaos. Et c'est très inhumain au final. Parce que les vies des gens deviennent des statistiques et des stratégies. C'est-à-dire que, vous savez, c'est Staline qui disait la mort d'un homme, c'est un drame. La mort d'un million de personnes, c'est une statistique. C'est-à-dire que on sait que au final, on va pas aller chercher, prendre la RDC, on va pas. Non, on veut juste créer le casino dans des régions qu'on exploite. On déstabilise des gens. À un moment donné, on pousse à la négociation. Oui. On fait un semblant de paix. On tue, on viole. Comme ce qu'on a connu en 2003. À un moment donné, cette stratégie profite au marché international. Effectivement. Mais le sous-traitant principal, vous savez, par exemple, je pense même dans la Bible, il y a un passage qui dit que même les chiens mangent les miettes, non? Si aujourd'hui, quand vous faites la sale besogne, vous en profitez aussi. C'est pour ça que le marché international profitait de ce chaos-là. Mais le sous-traitant principal, M. Kagame, lui aussi, il en tire des bénéfices. Il fait ça pour vous. Effectivement. Il ne faut jamais oublier que ce monsieur-là, il donnait des conférences de presse à Harvard invité par les Clinton. Il ne faut jamais oublier la capacité que ce monsieur-là a eu à avoir des alliés que nous, on n'a pas. Il n'y a pas, depuis 40-45, une guerre, quelle que soit la forme, qui se soit gagnée sans alliance. Ça n'existe plus. C'est quelque chose que eux, ils ont eu, que nous, aujourd'hui, on arrive un peu à essayer de tourner les choses un peu à notre avantage. Avant qu'on arrive à des solutions, parce que ça sera ça, notre chute, ce que vous dites m'intéresse énormément. Mais dans la description, dans le tableau que vous avez peint, est-ce que vous trouvez, parce que je sens déjà que vous n'aimez pas trop l'idée de nous pousser à dialoguer, mais comment est-ce que vous classez cette forme de révolte de la population, des Congolais un peu partout dans le monde? On a vu ça pendant la CAN, que toute tribune qui s'offre à nous, on en profite pour lever la voix et dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo. On appelle génocide. On va d'ailleurs revenir là-dessus pour savoir si vraiment ce qui se passe c'est un génocide ou pas, parce qu'il y a des voix qui disent que ça ne l'est pas. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous voyez ces mouvements-là, des revendications, de dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale? Est-ce que ça peut porter un intérêt dans notre posture aujourd'hui à recouvrir la paix? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est le leadership. Le leadership, c'est pas forcément l'État. Moi, par exemple, je suis partisan de nos frères qui ont créé le Ouazalendo. Au bout d'un moment,
c'est à l'homme d'agir. Même le chef de l'État, même le chef d'État-major, ce sont des Congolais nés d'une famille. C'est pas forcément, il ne faut pas que la communauté internationale vienne te dire tu dois te défendre. Ça doit venir de tes tripes, ça doit venir de toi-même, ça vient de nous-mêmes. Donc ça sert à rien qu'on manifeste. La communauté internationale demande... ne fera jamais rien, selon moi. Jamais. Les Nations Unies sont là depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans un cadre légal qu'ils n'ont pas déjà fait? Qu'est-ce qu'il y a de plus que la mission? Ils ont produit des rapports, ils ont démontré à Surbé que les Rwandais soutenaient l'M23. Qu'est-ce qu'il y a de plus que les rapports onusiens? On va discuter, on refuse pas la discussion, on n'a jamais... Est-ce que là, combien de fois le régime passé à discuter avec le chef de l'État, on l'a dit au débat, on ne refuse pas la discussion. Mais pour quelle fin? Je pense qu'au bout d'un moment, il faut être constant dans une stratégie. Je pense qu'on a rompu les liens diplomatiques. Je pense qu'on a pris certaines positions. J'avais suivi le ministre de la Défense, vraiment, il disait qu'on organise la montée en puissance de l'armée. À défaut de ne pas se faire respecter, il faut se faire craindre. Nous aussi, on peut jouer à cette stratégie-là de mort et puis on discute après. Parce qu'apparemment, on ne fait que se faire mordre. Peut-être que, vous savez, il y a aussi, en matière de défense, il y a ce qu'on appelle aussi les stratégies préventives, les guerres préventives, les guerres de dissuasion. Effectivement. Ton adversaire, peut-être qu'il est belliqueux parce que tu ne montes pas les crocs. On a parlé de l'absence de l'État depuis près de 30 ans dans ces régions-là, dans ces zones-là. L'absence de l'État. Et puis, il faut vous dire que c'est parce que certaines matières premières ont de la valeur dès l'extraction. Pas besoin de transformation. Je vais parler dans ce qui est trop technique. Considérez le nombre de voisinages qu'on a. On est l'un des pays qui a le plus de voisins au monde. Avec des frontières. Imaginez qu'on ait excuse-moi l'expression, du rwandisme au nord du pays, au nord-ouest. À l'est. Mais est-ce que l'État est plus efficace en Équateur qu'il ne l'est à l'est? C'est le même État. On a d'ailleurs de la chance qu'on n'ait pas des voisins plus belliqueux un peu partout. Le pays serait à volo. Le pays serait déchiqueté. Donc, c'est quelque chose que moi, je considère que c'est au Congolais nous-mêmes. J'ai suivi un député qui intervient derrière moi, j'ai oublié le nom, qui faisait un appel patriotique. À un moment donné, c'est à chacun, même nous, comme nous sommes là, nous sommes encore dans la force de Dieu. Rien ne nous empêche de nous engager nous-mêmes. Mais il nous faut un leadership. Il faut qu'à un moment donné, on ait une stratégie claire. On est tous d'accord sur le diagnostic. Tous. Mais il n'y a pas cet engagement. Non, on n'a pas... la volonté politique y est. Mais quel est notre objectif? À court terme, on veut tous que tout s'arrête. Mais bon, tactiquement, on veut tous aller d'un point A à un point B. Mais comment on y va? On prend la voiture. Il faut que notre leadership nous fixe un cap. Dan Chibangu, vous pensez qu'on a un programme de leadership et que cette manifestation-là du ras-le-bol populaire serait juste les indicateurs de ce manque de leadership? La société congolaise a ses propres défis, il doit y répondre. La classe politique, et c'est le moins que l'on puisse le dire, hein, n'a pas été à la hauteur des attentes de sa population et des promesses. Mais on sort d'une élection où on a quasiment reconduit 70% de ceux qui ont géré. Moi j'arrive toujours pas à comprendre cette population-là qui s'est dit... C'est plutôt vu l'inverse. Hein. Non, mais on connaît beaucoup de... 80% des élus au sein de l'Assemblée nationale sont des nouveaux élus, sont des très bons élus. Maintenant, on a confirmé, en tout cas, on a revoté massivement pour l'actuel président de la République. Oui, c'est un vote, et il a dit lui-même qu'il oblige. Qu'il oblige et qui doit le conduire à mettre en œuvre la politique auquel il s'est engagé auprès de la population. C'est clair, c'est une évidence.
la population, je ne suis pas convaincu, comme vous le dites, qu'elle a reconduit les mêmes hommes politiques ou même les mêmes pratiques d'avant. Mesdames, excuse-moi, ça c'est depuis 60, hein. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale change. Et renouvelée. Oui. À plus de 70 ans, oui, mais c'est pas juste une mais on question bouscule pas le système, on c'est pas bouscule juste, pas voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est de... pas juste une question de visage, c'est pas juste une question d'individu, c'est une question de pratique, une question de fonctionnement, c'est même une question d'esprit public, en réalité. Tout justement, parce que nous sortons d'une élection où on a vécu peut-être 2 fois plus amplifié ce qu'on a vécu en 2010. Vous avez été candidat, vous-même vous l'avez vu. Il y a eu le monnayage de voix, il y a eu le bourrage des urnes. Pour la première fois que la CENI elle-même sort une liste de candidats qui se sont accaparés de... Mais j'ai comme l'impression que la population ne comprend pas les défis qu'il faut et qu'il faut placer pour résoudre ces problèmes-là. Moi, j'ai le sentiment que la population l'a compris. J'ai eu, pour avoir fait les villages, pour avoir fait les coins reculés de la République, la population était en demande de changement. D'ailleurs, ça s'est vu ces dernières semaines, où on dirigeait pour moi contre les représentations diplomatiques de nos partenaires internationaux, dont je ne pense pas qu'elles devaient être non seulement la cible principale ni première même des frustrations de la population, mais il s'est vu clairement, et d'ailleurs, entre parenthèses, ça signe tout simplement l'échec d'analyse ou le défaut d'analyse d'une certaine classe intellectuelle occidentale qui a longtemps pensé qu'il n'y avait pas d'opinion publique africaine. Donc il n'y avait pas d'opinion publique congolaise. Partait du principe que du fait de la trop grande, très forte importance des ethnies, des tribus, des groupements ethniques au pays, les opinions étaient éparses, voire j'ai plutôt tendance, oui, mais ne constituaient pas. Moi, j'ai plutôt tendance à donner raison à ces points de vue-là, parce que nous, on en parle parce que ça s'est passé à Kinshasa, quelque peu à Goma, et que les télévisions l'ont montré. Mais moi, je donne un exemple. Chez moi, au fin fond de l'Équateur, là-bas, j'appelle tous les jours. Personne ne s'élève. Et ça fait 28 ans. Je sais pas moi, au Grand Katanga, au Kasaï, au centre, vous avez été... J'ai comme l'impression que justement, parce qu'on est tellement multiethnique, qu'on n'a pas une opinion publique commune, on ne s'intéresse pas aux mêmes questions. Oui, mais oui, bon, après on pourrait dire alors à la limite, si la population de New York se lève sur la question, j'en sais rien moi, du système bancaire tel qu'il ne va pas et tel qu'ils conçoivent, s'ils ne se sont pas levés, je ne vais pas vous en Oregon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opinion publique. Non, mais je veux dire, l'opinion publique, déjà de Kinshasa, est représentative. Hein, il y a toutes les ethnies ici présentes, toutes, sans exception. On est près de 20 millions d'habitants, c'est à Kinshasa, donc presque 1/5 de la population congolaise présente à Kinshasa. Et aussi Goma, bien sûr, et aussi Goma, où il y a quand même une population multiethnique présente, hein, congolaise, présente à Goma, qui se lève sur ces questions-là. Il faut considérer que c'est quand même assez représentatif de ce que peut penser le pays et la population dans son entièreté, sur le territoire national. Et puis c'est la capitale. Et c'est la capitale. Donc, non, il y a une opinion publique congolaise qui s'est exprimée. On a souvent pensé d'ailleurs que du fait de ces institutions faibles, parce que le pays est longtemps sous le joug colonial, du fait des ethnies, des divisions internes, des rivalités, il ne pouvait pas y avoir d'opinion commune sur les problématiques et les défis qui se posent à la société. Là, ça a été un cinglant démenti. Et à titre personnel, je m'en réjouis. Maintenant, quelles peuvent être les formes d'expression des frustrations ressenties par la population? Forme d'expression. Pacifique, s'entend. Pacifique, mais efficace. Parce que une expression veut être entendue. Peut être
appliquée auprès des autorités, auprès des décideurs qui en ont le pouvoir. Oui, mais pour quel résultat? Par exemple, quand on va marcher devant l'ambassade des États-Unis, on brûle quelques pneus, on brûle quelques véhicules de la MONUSCO et Oui, compagnie. mais c'est ça, c'est C'est quoi le résultat? On Mais s'attend à quoi? c'est ça. Qu'est-ce que les États-Unis ou les Nations Unies doivent faire? Mais c'est ça, Sanctionner le Rwanda, je sais pas moi, qu'est-ce qui doit être fait? Il ne faut rien attendre à ce stade-ci de la communauté internationale. Donc ça sert à rien de manifester devant leurs représentations. Si la communauté internationale devait prendre des mesures, ça fait bien longtemps qu'elle l'a fait. Il faut savoir une chose, c'est que les États-Unis d'Amérique, la communauté internationale de manière générale, depuis le génocide rwandais, a envers le Rwanda une compassion, une forme même de culpabilité de ne pas être intervenu pour avoir cessé ce génocide-là. Donc, elle est déjà en partie partielle au international. Oui, il y a un deux poids deux mesures qui est clair, qui est évident, que tout le monde le voit. On ne peut pas lui demander de faire plus à ce stade-ci qu'elle ne souhaite faire, qu'elle ne souhaite faire. Maintenant, à nous, de mettre en œuvre notre propre diplomatie. Partant du principe, comme le disait d'ailleurs le chancelier Otto von Bismarck, un chancelier allemand, la diplomatie sans armée, c'est comme de la musique sans instrument, c'est-à-dire du vent. Travailler sur l'armée, sur laquelle la diplomatie pourra prendre appui. Ça, c'est les longs termes. C'est déjà actuel. L'armée, c'est déjà actuel. Il y a des choses qui peuvent être faites actuellement et dont les résultats peuvent être immédiats. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on aborde cette question-là tout de suite, sur ce qu'il y a à faire actuellement. On va y arriver. Maître Eric, revenons un peu à la question anthropologique, comme vous le disiez tantôt. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des Congolais qu'il faut pour trouver des solutions immédiates? Quand je dis une solution immédiate, ça veut dire stopper un peu cette stratégie-là, comme vous venez de le décrire, de l'ennemi, de venir déstabiliser quelques régions pour nous pousser à la négociation en posture de faiblesse. Parce qu'on a fait, 97-98 a conduit à 2003. Aussitôt 2003 fini, les institutions s'installaient en 2006. C'est en 2009 que ça a repris. Après 2013 et aujourd'hui encore. Est-ce que vous estimez qu'on a les Congolais qui peuvent prendre des responsabilités assez responsables pour qu'on mette fin de manière immédiate? Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie, honnêtement, parce que j'étais sceptique en 2018, lorsqu'on tendait le bras, on accueillait le monsieur ici, Kagame ici, il est venu, il venait avec un ton moralisateur, tout ça. Mais je trouve que on est sur la bonne voie dans le sens où il ne faut pas négliger, justement quand on parle de la question anthropologique, les mouvements spontanés. Vous prenez des mouvements comme le Wazalendo. C'est un mouvement spontané. Au début, on a voulu les mettre dans des catégories de voyous, mais c'est de l'autodéfense. Ou, bien évidemment, là où il y a eu de l'absence de l'État, c'est les forces vives, c'est de la jeunesse. Il y a eu un accompagnement de l'État. Il y a un accompagnement de l'État envers vers ce mouvement-là. C'est un point positif. Deuxièmement, en géopolitique et en stratégie militaire, la défense, c'est trois axes. Ces trois axes indissociables. C'est 1, la diplomatie, 2, l'armée, 3, les renseignements. C'est ça la défense, c'est ce qu'on appelle la défense d'un pays. Moi, je trouve que diplomatiquement, on est aussi sur la bonne voie. Le chef de l'État, dans son langage, la classe politique congolaise en général, dans son langage, on ne passe plus par 4 chemins. Oui, mais c'est bien. Non, j'avance. Non, mais au moins, rappelez-vous qu'à une époque au Congo, on n'arrivait pas à nommer Kagame. Oui, on n'arrivait pas à nommer le Rwanda. Parce que peut-être parce que les négociations étaient assez rudes. Kagame l'a dit que c'était beaucoup plus difficile. Non, on n'a pas besoin de négocier. Aujourd'hui, on ne peut plus nier que c'est une agression de ce régime-là. Oui, mais ça nous donne quoi? Avant, on tournait autour du coup. J'en viens. Pardon, mais aujourd'hui, on est parvenu à faire dire au monde entier que le Rwanda était derrière la 23.
Ça n'a pas intérêt. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je parle de nous. Oui. Avant, nous n'avions pas de mouvements comme le Wazalendo. Avant, nous n'avions pas une verbalité politique qui était aussi affermie. Face à ces choses-là. Aujourd'hui, on nous parle de la montée en puissance de l'armée congolaise. Mais c'est quelque chose qu'on doit observer dans les mois qui suivent. Comme je vous ai dit, on doit être cohérent avec ce qu'on est en train de faire. On a coupé les liens diplomatiques. On nous dit qu'il y a... On a eu aussi, il y a la question de l'embargo des armes qui a été levée. Oui, le régime de notification. Voilà, on est en train de se réarmer. On va voir. Vous comprenez? Moi, je dirais que on doit observer, je pense que peut-être qu'on va dans une bonne direction. Dans les solutions, comme il a dit, la défense, c'est la diplomatie, c'est l'armée, c'est les renseignements. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que notre stratégie en termes militaires est-elle bonne? Ça veut dire qu'on a été allé assez, on a constaté que c'était un échec, parce qu'on est en phase de sortie et que l'élite politique elle-même a déclaré que c'était un échec. Et là, on fait venir la SADC. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne stratégie dans notre capacité à nous à repousser l'ennemi? Bon, la question, elle est quand on connaît les velléités de tous les pays voisins oui. Et leurs intérêts sur ce qui se passe au Congo. La question, réellement, elle est beaucoup plus large que les éventuels voisins ou pays supposés amis auxquels on fait recours pour répondre à nos propres défis sécuritaires. La question, c'est comment la RDC peut arriver à assurer la sécurité de son territoire national, l'inviolabilité de ses frontières. Oui, mais visiblement, cette question-là est à long terme. Bon, je parle de l'immédiat. Parce que là, on a le M23 qui avance. On a aujourd'hui des bombes qui tombent sur Goma. Vous avez suivi les communiqués de l'Afrique du Sud, qui a perdu des hommes aussitôt arrivés, parce qu'il y a un bombardement à Goma le 14 février. Je rappelle qu'on tourne cette émission le 15. Donc, à un moment donné, moi, je parle de l'immédiat. Est-ce que vous estimez que faire venir le voisin, la SADC aujourd'hui, peut nous permettre de résoudre immédiatement cette problématique? Non. Parce que la présence d'armées étrangères, on va résoudre le problème. Oui, parce que finalement, le M23, c'est moins de 8000 ans. Qui resteront sur le territoire national. Parce que vous faites venir les Angolais, les Sud-Africains et d'autres pays, mais ils resteront sur le territoire national. Vous ne résoudrez pas le problème de la guerre, d'une guerre qui dure depuis 30 ans, d'une centaine de groupes militaires, enfin miliciens, de chefs de guerre qui pullulent à l'est du pays, en 2 ou 3 mois. C'est nécessairement une politique à long terme. Elle doit reposer sur quoi? Sur les forces propres du pays, donc de la RDC, qui fait face à ce problème-là. De toute façon, c'est une politique qui va courir sur 5 ans, voire 10 ans. Si les décisions utiles, sérieuses et nécessaires sont prises dès aujourd'hui. Je pense que la première, pour moi, des réformes à implémenter au sein de l'armée, notre armée, c'est la question du commandement. Pour moi, c'est vraiment la question primordiale, la question du commandement. Une armée ne se conçoit que sur un mode de fonctionnement pyramidal. Alors qu'aujourd'hui, on observe qu'il y a plus d'officiers que d'hommes de troupes. Aujourd'hui, on observe que le chef d'état-major ne dispose pas du contrôle effectif de l'armée, que la plupart des décisions, des orientations sont prises au niveau de la maison militaire du chef de l'État, alors que c'est nécessairement pris comme ça dans l'État, un organe d'assistance de conseil, d'assistance technique et de conseil, et que le ministre de la Défense ne dispose pas de l'entièreté du budget consacré à la défense, et il ne l'avait pas en œuvre dans l'entièreté, qu'il y a un enchevêtrement, plusieurs officiers d'ailleurs sont pleins, d'un enchevêtrement de compétences et d'un chevauchement du commandement. Et lorsque le commandant de la 3e région militaire donne des instructions, que le gouverneur militaire du Nord Kivu donne des instructions à différentes unités, à différentes troupes,
à différents bataillons, à différentes compagnies, sans cohérence d'ensemble, sans qu'il y ait un tableau organique qui pose les emplois, les fonctions, les postes pour tous les hommes, mais comment est-ce que c'est possible de mener une bataille sur le terrain? C'est impossible. C'est impossible si on ne met pas d'ordre dans notre structure d'abord de commandement. Vous savez qu'il y a l'ONG Global Firepower. C'est un think tank américain qui régulièrement classe la RDC parmi les 10 premières armées en Afrique. Régulièrement, chaque année, elle publie un classement, la RDC parmi les 10 premières. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur les commandes d'armes, les effectifs, les commandes d'armes, le budget. Il faut savoir que sur le plan de ces éléments-là, actuels, la RDC est supérieure militairement au M23. Elle dispose de plus d'hommes, elle a plus de 15 000 hommes de troupes. Le M23, c'est à peine 8 000. Oui, il y a moins de 10 000. Moins de 10 000. Moins de 8 000 d'ailleurs. Ouais, entre 5 000 et 8 000 hommes. On en a plus de 15 000. On dispose de plus d'armes, de plus de matériel, de plus d'équipements. Donc sur le plan factuel, sur le plan des chiffres, on est plus fort. Et c'est pourquoi d'ailleurs la loi de programmation militaire ne répondra pas à la question de l'opérationnalisation des instructions militaires qui seront données par la hiérarchie. Parce que quand bien même vous donnez des moyens supplémentaires, quand bien même vous recrutez davantage d'hommes, que si il n'y a pas une cohésion d'ensemble, un peu, on a regardé dernièrement la CAN, des matchs de foot, avec les joueurs qui jouaient, notamment l'équipe nationale. On a vu une équipe qui avait une cohésion. Des hommes qui avaient leur poste et qui étaient mis à la place qu'il leur fallait. Et vous voyez que sur les lignes, les différentes lignes, il y a des corps de métier. Donc il y a ceux du milieu qui ont des objectifs précis, il y a les défenseurs qui ont des attaquants qui ont des objectifs précis. Donc, et tout ça doit fonctionner avec une cohésion, une unité de groupe. Et c'est comme ça qu'une armée fonctionne. Je vous reviens, Dan, parce qu'on est en train de chuter. Là, on parle maintenant solution. Mais Maître Rick, Dan a parlé des questions de structuration de l'armée. Parce qu'il faut arranger la chaîne des commandements, permettre à l'armée d'avoir des actions effectives. Ça, c'est une problématique. Mais dans la solution, parce qu'on parle de l'immédiat un peu, dans la solution, je reviens encore à cet aspect anthropologique. On a vu aujourd'hui que les mouvements spontanés comme les Ouazalendo défendent beaucoup plus sérieusement la République que les FARDC. C'est aussi... On ne peut pas dire ça. Si, je l'ai dit en raison de quoi? Je l'ai dit en raison du fait que c'est des autochtones, c'est des fils et des filles de ces coins-là qui défendent d'abord leur terre. Donc il y a une question des motivations. Est-ce que les M23, la force de M23 ne se cristallise pas non plus autour de cette question anthropologique liée à la motivation, comme vous le disiez tantôt? Non, on peut pas. En termes d'organisation, déjà le sujet lequel nous sommes en train d'aborder est très sensible. Bien sûr. Donc il faut faire attention à certaines considérations, dans le sens où tu ne peux pas considérer que les militaires FARDC, qui ont donné leur vie plusieurs fois, pas seulement aujourd'hui, mais depuis toutes ces années, n'ont pas pris cette question-là au sérieux. Non, c'est pas ce que je dis. Il faut pas considérer que, parce qu'il y a eu le Ouazalendo, que j'encense d'ailleurs, que j'ai fait encenser ici. Certains mots risquent de... On ne peut pas considérer que notre armée, je ne suis pas en train de parler de politique ni de politiciens, je parle de l'armée régulière des hommes et des femmes congolais qui se sont enrôlés. C'est pas ce que je dis non plus. C'est pas ce que je dis non plus. Je dis pas que les hommes ne sont pas engagés. Deuxièmement. Mais pardon, Dan a relevé. Pour aller plus loin. On a relevé beaucoup de problématiques dans je comprends. Voilà. Pour aller plus loin. Et on a vu des résultats quand même de Ouazalendo. Pour aller plus loin. D'abord, pour revenir sur l'Afrique du Sud, ce qui s'est passé hier, ils ont perdu 2 hommes et ils ont eu 3 blessés. Je comprends qu'on puisse parler des échecs de nos adhésions aux organisations internationales qui, à mon sens, étaient très actives, surtout récemment avec les Kenyans, là. On a eu autant de présidents, personne n'est allé dans cette organisation au Kenya, et puis on en sort avec les conséquences qu'on a aujourd'hui.
Mais je le répète ici, aucun État, depuis 40-45, n'a gagné une guerre sans alliance. Ni l'Amérique, ni la Russie, ni qui tu veux. Ça n'existe pas. Pour aller plus loin dans l'analyse, entre parenthèses, derrière moi, j'ai suivi, on a récupéré certains espaces. Mais pour aller plus loin dans l'analyse, la guerre, c'est pas avec le M23. Le M23, c'est seulement une métastase, ou c'est une manifestation. Moi, quand j'étais à l'école, on me parlait de Kunda. Lui, c'était quoi? Kunda Batoire, CNDP, je crois, un truc comme ça. Quand j'étais étudiant, il y avait un autre nom. Je suis devenu avocat, il y a un autre nom. Mais c'est pour ça que je vous dis, on doit aller droit au but. Et c'est ce que moi j'apprécie dans la conscience congolaise aujourd'hui. Disons que demain, ok, on a arrêté, on a tué tous les 8000 M23. Est-ce que la guerre est finie? Regardons-nous dans le délai, est-ce que la guerre est finie? Bien sûr que non. Parce qu'ils ne sont que des pions qu'on envoie c'est une stratégie plus globale que ça, on en a discuté ici. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, notre leadership, qu'il soit politique ou autre, je ne suis pas en train de parler du chef de l'État ou quoi que ce soit, la société, on parle de l'anthropologie. Qu'est-ce qu'on veut? Évidemment, sur un point de vue concret, c'est la stabilité, la paix, que les gens, la fin des massacres et du génocide. On peut revenir sur questions techniques, juridiques. Pour moi, je ne trouve pas ça élégant, génocide, pas bon, on peut en discuter pour les férus de droit. Mais le plus important, la valeur qu'on recherche, c'est la conservation de la vie des Congolais et l'épanouissement de la prospérité. Mais le problème, c'est quoi? C'est pas en réalité le M23. C'est qu'on a un régime et une population, une partie de la population, qui sont convaincus que, le chaos qu'ils créent dans la région leur profite. Effectivement. Les statistiques économiques qu'ils ont le prouvent. Et deux, ils sont convaincus que culturellement, sociologiquement, historiquement, une partie de leur territoire leur appartient. C'est ça la question. Mais est-ce que nous avons une conscience répondante? Est-ce que vous estimez... Moi, j'ai quand même l'impression que la population congolaise n'a pas cette conscience-là, que l'élite rwandaise et une partie de la population... Je ne pense pas que les gens réalisent jusqu'où le mal va. C'est une question très perverse. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, on peut tuer quelqu'un. Kagame n'est pas éternel. Mais tuer une idée, c'est très difficile. C'est très difficile. Vous pouvez être pro ou anti-israélien. Mais l'idée qu'il faut un État aux Juifs, ça ne date pas de 2024. Ça date de plusieurs siècles. Ça avance petit à petit. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de ton adversaire à tenir dans le temps. C'est quelque chose qu'on peut se dire, oh non, bon, on n'a plus de M23, mais demain, on va nous sortir un autre groupe. Est-ce que c'est la solution? Et on connaît les défaillances de nos États. Avant que les défaillances de l'État congolais soient militaires, elles sont d'abord administratives. On a déjà un problème de recensement. On a un problème d'infrastructure. La gérance commence déjà là. On nous fait la guerre, on nous pille, on nous massacre aussi parce qu'ils en ont la capacité. Et que les États, comme on le dit depuis le départ, ont toujours été notre leadership depuis 20, 25, 30 ans a manqué sur ce point-là. Moi, je pense que le M23, même par la force des choses, comme on dit, on peut critiquer l'état-major, tout ça, mais moi je suis un partisan sans faire l'apologie du désordre. Je suis un partisan, comme Nelson Mandela d'ailleurs, de la philosophie de Deng Xiaoping, que ce soit en matière économique, en matière militaire, en matière politique, en matière idéologique, peu importe la couleur du chat tant qu'il attrape les souris. La force écrasante de notre armée. Déjà, l'armée, c'est le nombre, et les équipements. La guerre moderne, c'est la qualité des outils de guerre moderne. Le nombre et la stratégie. On est supérieur, au moins déjà par les deux éléments-là. Écraser le M23, c'est une question de temps.
Leur objectif n'est pas de prendre Goma. Quand ils vont prendre Goma, ils mettent un drapeau M23, ils deviennent une nation, et puis c'est pas ça le juste au moment. Ils ne vont pas venir, non, on va marcher à Kinshasa. Leur objectif, c'est de pousser le rapport de force pour créer la négociation. C'est ça leur objectif. Mais sur une question stratégique, statistiquement, techniquement, le fait d'écraser cette force-là, c'est une question de temps. L'efficacité, maintenant, c'est une question, ça prend plus de temps, moins de dommages collatéraux, de victimes, etc. Ça, c'est une autre question. Mais je le répète ici, allons plus loin. Est-ce qu'en finir avec le M23, c'est finir avec la guerre en RDC? Je ne pense pas. Mesdames, Messieurs, vous suivez Choc d'idées. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. On est en train de chuter. Je sais que vous aimez beaucoup, mais bon, la télé, c'est le temps également. Je pose une dernière question. Je vais commencer avec vous, Ded. On a vraiment 2 minutes parce que l'émission est finie. Je suis d'accord avec Maître Eric quand il dit que sur le plan numérique et sur le plan du matériel, nous sommes effectivement en avance comparablement à nos ennemis. Et que battre les M23, c'est une question de temps, mais ce n'est pas la finalité parce que ça n'arrêtera pas la guerre. On a connu les CNDP, on en a connu depuis AFDL, CNDP et tout ce que vous voulez. Mais à côté de ça, ça agrège la question de la qualité de l'élite politique. Et ma question, c'est de savoir quel type d'élite, quel type de leadership politique qu'il nous faut avoir d'ici 5, 10, 15 ans pour pouvoir justement construire la question de notre capacité souveraine à se protéger, j'englobe un peu, à se nourrir et à relever tous les défis qui restent. En 2 minutes. Je vais aller très vite sur cette question, on va m'éterniser parce que c'est aussi un vaste sujet. La qualité de l'élite politique, en réalité, est issue de la qualité du niveau de formation et d'éducation de la population. Donc, les peuples ont les élites qui méritent. Voilà, utiliser leur pays pour une vision de moralité puisse permettre de remplir les mandats que la population leur a confiés. C'est la population qui doit régler le problème de la qualité des élites, c'est personne d'autre. Ni la communauté internationale, c'est ni les élites elles-mêmes d'ailleurs, c'est ni nos voisins qui justement se complaisent très bien avec des représentants politiques de moindre qualité, c'est à la population. Comment elle peut le faire? C'est notamment à travers les élections. Ensuite, c'est à travers une vigilance citoyenne de tous les instants. Il y a les ONG, il y a les associations, enfin, la société civile, il y a aussi les médias, comme vous. Hein. Il ne s'agit pas de stigmatiser ou de dénoncer tel ou tel, mais d'inviter des représentants politiques ou même des leaders d'opinion, de personnalités valables et capables par les médias, personnes qui brillent par elles-mêmes, par leur travail et par ce qu'elles apportent à la population. Donc c'est par tout ça qu'on fera émerger une élite intéressée par les préoccupations de la population congolaise et empreinte de valeurs et de principes qui leur permettront de faire les bons choix lorsqu'elles se présenteront à elles. Maître, la même question. Tout ça, c'est bien beau, mais ça participe à tous les pans de la société en réalité. Pour moi, par rapport à la question de l'Est, la population, on doit se radicaliser. On doit se radicaliser parce que c'est plus une question de... Ça devient une question de survie. Je pense que dans l'état d'esprit général, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, on doit rester constant et avoir à l'esprit notre ennemi. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas une question de politique ou quoi que ce soit. C'est un pas qu'on ait un ennemi nommé. Il faut cristalliser cette pensée-là, se radicaliser. Il faut être constant dans nos démarches. On ne peut plus faire marche arrière. Ce n'est pas un appel à la violence, mais on ne peut plus faire marche arrière parce que je pense que tous les points de négociation ont été épuisés. La prochaine négociation qu'on doit faire, on doit la faire en rapport de force. Et on ne doit pas la faire avec les M23,
mais directement avec le régime en face. Pour moi, la solution, c'est ça. Le militaire, le politique, il est issu de la société. Le leader actuel n'est pas éternel. Le jeune, l'enfant d'aujourd'hui, doit grandir avec cette conscience-là qu'on a un ennemi féroce et vorace à l'Est et qu'on doit mettre un terme à ça. C'est ça ma réponse. On a un ennemi à l'Est, on doit mettre terme à ça. Moi, je pense qu'au-delà de tout, il faut une nation. Parce que la nation, c'est la conscience de notre passé, c'est la conscience de notre réalité et c'est la projection dans le futur. J'ai comme l'impression que nous ne savons pas ce que nous voulons et nous ne mesurons pas la profondeur de la situation. C'était Choc d'idées, mesdames, messieurs. J'ai reçu pour vous Maître Eric Kosisaka, avocat, et Monsieur Dan Chibangu, politologue, avec qui on a abordé la question de la sécurité à l'Est. On a essayé de comprendre les 28 années de la guerre. Ensuite, on a essayé de comprendre les solutions immédiates qui se posent, les manifestations, les appels des armées alliés et tout ça. Et puis à la fin, on a chuté par des propositions, des solutions. Les avis étaient partagés, vous avez écouté. C'est à vous de choisir les solutions que vous voulez. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, avec d'autres invités. Habituez-vous également à ces formats des débats. Ça sera de temps en temps servi pour nous permettre d'analyser et de décrypter l'actualité. C'était Choc d'idées. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.